Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour Sonia. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le créateur du célèbre Puy du Fou. Vous êtes écrivain à succès, auteur Philippe de Villiers d'une trentaine d'ouvrages, dont le dernier en date s'intitule Mémoricide, publié chez Fayard. Et tout d'abord, qu'est-ce qu'un mémoricide ? C'est un néologisme. Un mémoricide, le mémoricide est à une nation ce que le génocide est à un peuple. Le mémoricide, c'est l'ablation de la mémoire commune quand un peuple, le nôtre, tente de vivre avec une mémoire atrophiée avec laquelle on laisse en friche la mémoire vivante du dépôt millénaire. Quand un peuple tente de vivre avec une mémoire pénitentielle, quand on pratique l'amnésie des grandeurs et l'hypermnésie des lâchetés, quand un peuple vit avec, pire encore, une mémoire invertie, c'est-à-dire à l'envers de ce qu'ont vécu nos pères, nos mères, de ce qu'étaient nos repères, nos idéaux, nos filiations, etc. En fait, une civilisation, c'est un état social dans lequel celui qui arrive au monde s'aperçoit très vite que ce qu'il peut apporter est infiniment moins important, moins subtil que ce qu'il reçoit, ce qu'il va recevoir. Or, là, nous avons basculé dans un état social inverse, c'est-à-dire dans un état post-historique, un monde de l'insignifiance où le temps long est effacé par le caprice fugitif de l'illimitation marchande. Quand on tente, comme à la cérémonie des Jeux, de greffer sur l'ancienne mémoire une nouvelle mémoire, c'est cette transmémoire qui explique ce qu'on peut ressentir, c'est la grande dépossession d'un peuple, l'expatriation mémorielle de la France. Expatriation mémorielle de la France, vos mots sont forts, Philippe de Villiers. Allons plus loin pour vous expliquer. Vous identifiez dans votre livre 3 mémoricides, dont un contemporain, actuel, que nous vivons en ce moment. Comment vous résumez, vous appréhendez ces 3 mémoricides ? Historiquement, le premier mémoricide, c'est Robespierre. C'est le mémoricide de la matrice millénaire constitutive de la France. En fait, la chrétienté. Robespierre qui dit « Quand j'ai vu à quel point l'espèce humaine était dégradée, je me suis convaincu moi-même de la nécessité d'un recommencement absolu de l'humanité. » Donc on efface tout, on recommence, la tabula rasa. En fait, par sa dépuration cathartique de l'homme, la Révolution française s'apparente à une annonciation de nature eschatologique. C'est la fin du sacré ancien, c'est la fin du père, c'est la fin du temps long, d'une certaine manière la fin du lien entre le pouvoir et la famille, et on tente de vivre comme ça. Sauf que, au bout de 70 ans, les historiens républicains, à la suite de la défaite de Sedan, tirent la sonnette d'alarme, c'est la prostration, il n'y a plus de fédérateurs. Et donc, il faut chercher un Saint-Crème de substitution, et c'est ainsi que naît le roman national. C'est la réponse au premier mémoricide. Le roman national va durer jusqu'en 14, en 40, et en mai 68, il reçoit un cocktail Molotov à la Sorbonne, Cohn-Bendit. Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Le vieux monde, c'est le roman national. On ne s'intéresse plus au récit national, pas plus à l'histoire qu'à son légendaire. Et puis Giscard arrive et il explique il faut sortir la France de l'histoire pour l'abriter du malheur. Puissance moyenne, la France. Et puis arrive la globalisation libérale. Et là, en fait, derrière Fukuyama, le grand historien, on entend dire l'histoire est finie. Il n'y a plus besoin de l'histoire, puisque l'économique va dominer le politique, et on va vers la paix perpétuelle par le doux commerce. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième mémoricide. Et là, on est en train de vivre le troisième.
Lequel? On n'est qu'au tout début, avec le wokisme. C'est-à-dire, en fait, donc il y a eu l'ablation de la matrice, ensuite de l'imaginaire collectif, et maintenant du passé lui-même, c'est-à-dire la criminalisation du passé. C'est l'idée que l'Occident est coupable, la France est coupable, le Français est coupable. Il est coupable de quoi? De l'esclavagisme, du colonialisme. Donc il faut le décoloniser pour le recoloniser. Et là, c'est le trou noir. Et on arrive à la cérémonie des Jeux, où une multisénie nous fut administrée comme une allégorie de nos abaissements. Ces 3 mémoricides, Philippe de Villiers, vous font dire dans ce livre que la France, que le pronostic vital de notre pays est engagé. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que la situation est si grave? Pourquoi dites-vous qu'il est minuit moins 1? Parce que le pronostic vital de la France est engagé, je le maintiens, pour 2 raisons. D'abord parce que la survie biologique du peuple français n'est plus assurée. Quand un peuple sous-traite la fabrication des enfants aux populations immigrées, qui n'a plus la volonté de se reproduire et de reprogrammer la vie, il se prépare à sortir de l'histoire. Et puis la survie culturelle. La survie culturelle d'un peuple, puisqu'il n'y a plus de transmission. C'est le problème de l'école. Il n'y a plus de transmission à l'école. Vous savez, les gens qui disent qu'il faut réformer l'école, mais non, il y a une phrase de Péguy qui dit « la crise de l'école, c'est une crise de vie ». Et donc, vous ne pouvez pas avoir d'un côté une école qui redonne les repères et de l'autre côté une société qui les abandonne. L'école, c'est le miroir kaléidoscopique de la société. Et donc, une société violente produit une école violente, une société déculturée produit une école déculturée, une société décoloniale produit une école décoloniale. Et donc, qu'est-ce qu'on a au bout? Des petits dhimis qui acceptent la censure, avec des demi-profs qui sont eux-mêmes des dhimis, ou alors des zombies, c'est-à-dire des plantes d'hébétude qui promènent leurs étourdissements dans l'air du temps. L'école et la nation, il n'y a pas de souveraineté européenne, il ne peut y avoir que de souveraineté nationale et donc populaire, dites-vous Philippe de Villiers, c'est ce que vous martelez depuis toujours. Le souverainisme, c'est d'ailleurs c'est votre cheval de bataille depuis une 40aine d'années, voire plus. En fait, quand nous avons mené le combat pour l'Europe des nations, 92, 94, 95, 2005, etc., avec quelques amis, dont l'inventeur du mot Paul-Marie Couteau, un Français ponctuel et vaillant, on s'est dit, le problème, c'est qu'on nous appelle les eurosceptiques. Et ça ne marchera pas. Il faut qu'on trouve un nom. Et là-dessus, Mitterrand barre la route avec son intelligence de funambule de la sémantique. Et il déclare le nationalisme, c'est la guerre. Donc on ne peut pas utiliser ce mot. Alors, petite parenthèse, le nationalisme est à l'impérialisme ce que la propriété est au vol. D'ailleurs, vous avez le droit d'être nationaliste ukrainien, mais vous n'avez pas le droit d'être nationaliste israélien ou nationaliste français aujourd'hui. Bon, ainsi vont les mots. Ensuite, il y a le patriotisme. Et là, il barre la route, Mitterrand encore, en disant « La France est notre patrie, l'Europe est notre avenir. » Donc ça veut dire que si t'es patriote, t'es ringard. Et tout à coup, avec Paul-Marie Couteau, on se dit qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme mot. Et il me dit, il y a un mot québécois qui correspond bien à ce qu'on est. Voilà. Et Séguin, Pasqua et les autres disent non, c'est trop québécois, ça fait petit, etc. Et le 27 septembre 2004, pour la première fois, sous la coupole, dans un discours à l'adresse de l'Institut, j'utilise le mot, voilà, pourquoi je suis souverainiste. C'est la première fois à ce moment-là? Oui, la première fois. Oui. La première fois. Et je définis le souverainisme en disant c'est le primat du pouvoir légitime sur les pouvoirs de fait. En fait, le souverainisme, c'est quoi? C'est la souveraineté intérieure contre les hégémonies et les féodalités et la souveraineté extérieure contre les empires. Philippe de Villiers, on poursuit notre interview. Petite parenthèse, aujourd'hui, alors le mot a été mis au piquet pendant très longtemps, et aujourd'hui tout le monde l'utilise. Presque regardez, le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire. Mais Macron lui-même, à la Sorbonne, il dit souveraineté européenne. Donc,
en fait, il pique le mot pour ne pas mettre la chose, mais n'empêche que c'est aujourd'hui la fortune la fortune sémantique du souverainisme, elle est devant nous. Tout le monde est ou sera souverainiste. On poursuit notre entretien sur CNews et Europe 1. On tire le fil de ce livre Mémorécide. De manière plus générale, vous dites que vous avez écrit ce livre comme un viatique de survie, Philippe de Villiers. Alors tout n'est pas sombre, tout n'est pas fini, puisque vous identifiez les ferments aussi d'un sursaut à travers une partie de la jeunesse. Quelle jeunesse? Comment vous pouvez la décrire aujourd'hui? À la jeunesse, moi je dis ceci. Par-delà la mémoire pénitentielle qui nous aligne en randonnion comme des bourgeois de Calais qui rendent les clés à l'occupant, tête tonsurée, robe de bure. Par-delà la mémoire invertie qui déchire notre passé comme un enfant déchire une rose, il y a une mémoire salvatrice, la mémoire qui sauve. Parce que dans l'histoire de France, il y a ce phénomène unique, c'est qu'un mot revient tout le temps, tout est perdu, et un autre mot vient le flanquer et le démentir, tout est sauf. Et ces deux mots, en fait, rarement accolés, marchent ensemble. Ce sont 2 millénaires de sémantique du relèvement. Et moi, je dis à la jeunesse française, soyez des consciences dressées. C'est-à-dire, pratiquer la phrase de Richelieu, il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Et surtout, votre mission, si vous voulez que la France survive, sera d'imposer à nouveau à la France les retrouvailles avec le droit à la continuité historique. C'est un droit qui appartient, qui est un acquis, qui est l'acquis le plus précieux des vieux peuples. On nous en a privés. C'est le droit d'aller chercher dans les siècles passés les mélodies manquantes. Et vous estimez que les peuples d'instinct ont compris ce mémoricide, ses conséquences, et qu'ils vont à la recherche de ces mélodies manquantes, contrairement aux gouvernants. Emmanuel Macron, de votre point de vue, Philippe de Villiers, est-il responsable, coupable? A-t-il accéléré ce mémoricide contemporain, en tous les cas? Il a lézardé les murs porteurs. La souveraineté, avec son fantasme de la souveraineté européenne, donc le transfert de la souveraineté à d'autres. L'identité, avec son progressisme élitaire et mortifère. En fait, il s'amuse. Il triture la société. Il triture la vie, la mort, la transmission, la filiation. Il est faustien, prométhéen, c'est-à-dire il veut dérober la vie, il veut dérober le feu. Il y a un phénomène d'oubris, mais surtout, en réfléchissant, tout en vous parlant, je me dis, il y a plus grave que ça, c'est qu'il laissera derrière lui 3 Frances. La France de la créolisation, pour parler comme Mélenchon, c'est une France qui veut changer de France. C'est en fait une France qui veut faire vivre ensemble la femme grillagée et l'homme enceint, c'est-à-dire en fait l'islamisme ancestral et le wokisme radical. À côté de ça, vous avez une autre France, la France de la Macronie, la France de l'ubérisation, c'est-à-dire elle est pensée comme un business model, comme une application mobile, comme une plateforme mondialisée. C'est une France qui préfère Manhattan à Rocamadour. Et en fait, la 3e France, à laquelle j'appartiens, c'est la France de la tradition, la France des rescapés. C'est une France qui considère que la France, c'est beaucoup plus que la France de l'instant. Le problème, c'est qu'entre ces 3 Frances, est-ce qu'il y a encore un imaginaire commun? Est-ce qu'il y a encore une mystique commune? Est-ce qu'il y a encore un esprit de sacrifice mutuel? Hélas, je ne le crois pas. C'est plus qu'un bilan, c'est une lourde responsabilité pour vous que celle d'Emmanuel Macron. Vous avez parlé d'islamistan et de wokistan, Philippe de Villiers, mais est-ce que les deux peuvent cohabiter? On a tendance à dire non. Est-ce que pour vous, il y a une menace plus importante, plus solide, prééminente? Oui, alors le wokistan, c'est une idéologie, alors que l'islamistan, c'est
c'est une civilisation. Avec l'Oumma, le djihad, la charia. Et je vous réponds, aujourd'hui, ils sont alliés. Et c'est-à-dire, oui. ils partagent le travail dans une harmonie parfaite. C'est-à-dire que le Wokistan décivilise et l'Islamistan recivilise. Le Wokistan déculture et l'Islamistan reculture. Le Wokistan décolonise et l'Islamistan recolonise. Mais ça ne durera pas. Souvenons-nous de l'Iran. Moi, je me souviens très bien, quand il y avait à Neuf-le-Château, les mollahs, qui accueillaient les communistes français, etc. Et puis les communistes, quand les mollahs sont arrivés au pouvoir en Iran, ils ont été liquidés. Ça sera pareil pour le Wokistan. Et il y a une deuxième raison pour laquelle ils ne gagneront pas le Wokistan. C'est qu'en fait, c'est l'hédonisme de la stérilité excentrique, si vous voulez ce que je veux dire. Donc, ils ne vont pas se reproduire. Voilà. Et en fait, l'Islamistan a 3 armes. La première arme, c'est le nombre. Le peuple français, selon Pierre Vermeuren, qui est un homme sérieux, sera minoritaire. Le peuple historique français sera minoritaire en 1270. Donc le nombre. Ensuite, les soutiens. Ils ont la 5e colonne, inutile de la décrire, qui croient trouver dans les banlieues un lumpen prolétariat de substitution. Et enfin, ils ont l'état de droit, parce que l'hermine et la toge apportent leur aide sans avoir compris le mot droit écolard. Les révolutions commencent toujours par les juristes, elles se terminent toujours sans eux. Vous faites de la métapolitique depuis déjà plusieurs années. Philippe de Villiers, vous avez été, nos auditeurs et téléspectateurs le savent, à de nombreux postes de responsabilité. Vous avez connu tous les grands fauves de la politique, Giscard, Mitterrand, Séguin, Pasqua, la liste est longue. D'ailleurs, vous avez des anecdotes savoureuses en mémoricide avec tous. Et aujourd'hui, si vous deviez décrire d'un mot les politiques actuelles, d'ailleurs, je sais que dans vos précédents orages, vous avez parlé de poulets de batterie, c'est bien cela ? Oui. Est-ce que ça mérite explication ? Les poulets de grain et les poulets de batterie. Oui. J'imagine que vous êtes, élevé en plein champ, contrairement aux poulets de batterie. Oui, absolument. Les poulets de grand champ. Et vous savez, quand j'arrivais à l'Assemblée et que je passais entre les travées pour aller rejoindre mon siège, je serrais la main à des gens, Giscard, Degnaud, Perfit, etc. L'Assemblée était l'annexe de l'Académie française. Et aujourd'hui, quand on regarde LFI, l'Assemblée est l'annexe de la fabrique des crétins numériques. Vous aviez des grands faux, effectivement, qui avaient le goût des arabesques et des tournures charpenté par la grande histoire. Donc, il y avait de l'humour, il y avait de l'esprit, ça volait haut sur la verrière. Aujourd'hui, il y a, pour beaucoup d'entre eux, des psittacidés, qui font du psittacisme, dont l'appareil phonateur débite les éléments de langage de la technocratie de marché. Il y a très peu de survivants de cette classe politique décimée. Philippe de Villiers, on arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore une question, mais elle est importante. Votre livre se classe aujourd'hui numéro 1 des ventes. Est-ce que ça nourrit chez vous la tentation du retour en politique ? La question se pose. Ça vous fait sourire, je le dis à nos auditeurs. Oui, et ça appelle une réponse. Oui, mais vous savez, quand on a une circonscription électorale florissante, je comprends que les journalistes se disent il y a peut-être un point de proximité avec... C'est Peggy disait, il y a la circonscription électorale et la circonscription électorale. Mais il n'y a rien d'automatique et il n'y a rien de fatal. Et moi, j'arrive à un âge, Sonia, où j'essaye au fil des jours d'épurer mon cœur de toutes les vanités mondaines. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et c'est ça que je veux vous dire. Je ne sais pas si parfois, la nuit, vous êtes réveillé par Soraya
Ça arrive. Oui. Eh ben moi, ce qui m'a fait écrire, c'est que j'étais réveillé par un cauchemar qui était toujours le même. Je ne supportais plus. J'entendais dans le lointain d'une somnolence troublée le cri d'un peuple à l'agonie. J'avais des sueurs froides. Que vont devenir les petits Français dans 20 ans, dans 30 ans? Seront-ils des étrangers dans leur pays, dans un pays nominal qui n'aura plus de France que le nom sur une terre exotique? Et donc, c'est pour eux que j'ai voulu écrire. C'est pour leur dire à cette jeunesse errante, c'est pour leur dire ceci. Une nation, c'est pas seulement une mémoire commune qu'on est en train de perdre. C'est pas seulement un art de vivre qu'on a déjà perdu. C'est pas seulement une langue qu'on est en train d'abattardir. C'est plus que ça, une nation. C'est une tonalité de l'âme. Alors, à la jeunesse française, je dis ceci pour celle qui est encore debout. Revendiquez la France. Demandez qu'on vous la raconte. N'acceptez jamais qu'on la défigure, qu'on la mutile. Et allez la chercher là où elle existe encore. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre. Et je vais vous dire, le souhait qu'on peut formuler pour les jeunes Français, c'est qu'ils tombent amoureux de la France. Pourquoi? Parce qu'une nation, c'est un lien amoureux. Et que le besoin aujourd'hui, ultime et intime, c'est de refaire un peuple amoureux. Et donc, moi, je suis tombé amoureux de la France. Je mourrai dans ses bras. Merci Philippe de Villiers. Et ce lien amoureux, vous le tissez depuis de nombreuses années à travers des livres à succès. Et celui-ci, Mémoricide, publié chez Fayard avec votre éditrice historique, Lise Boel. C'était votre grande interview. Bonne journée et à bientôt. Philippe de Villiers sur CNews et Europe 1.